Bonjour Mathieu. Salut Lionel, bonjour à tous. Nouvel épisode Digital Mail avec une interview aujourd'hui de Jean-Claude Audin. Jean-Claude Audin qui vient nous parler de Deep Learning, une des couches assez profondes de l'intelligence artificielle sur laquelle nous reviendrons. Et après l'épisode putaclic relativement détendu, et ben je vous propose tout simplement avec Lionel sérieux, un épisode plutôt sérieux. Vous allez voir, il y a plein de buzzwords, mais des buzzwords qui sont scientifiques, des buzzwords sur lesquels on peut véritablement être sérieux, tout simplement. Enfin, le Deep Learning, c'est un sujet passionnant qui révolutionne véritablement l'IA, et on en parle tout de suite sur Digital Mail. sur Digital Mail. C'est parti. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Digital Mail. On reçoit aujourd'hui Jean-Claude Audin, directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia au pôle universitaire Léonard de Vinci, qui vient de nous parler... Donc ton boss, hein, quand même. Donc oui, c'est bien, il le rappelle. Et notre boss, en fait. C'est fait notre boss, parce que Lionel aussi, hein, c'est lui qui fait l'échec, en fait. Hein. Donc on s'est dit, on va l'inviter pour... Non, enfin bon, il nous a embauchés. Donc, comme il valide tout, enfin bon, bref. Donc on s'est dit, au bout d'un an, il serait peut-être temps de l'inviter. Donc voilà, il nous parle d'un sujet hautement passionnant parce que vous avez devant vous aujourd'hui chez les Digital Mail un des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle qui vient nous parler donc de Deep Learning. On y sera arrivé. Alors c'est quoi le Deep Learning? Rapidement, en quelques mots, très simple. Le Deep Learning, très rapidement, Oui. je crois que ça ne va pas être possible. Ah bah il va falloir, en une phrase si on devait le résumer en une phrase. Le Deep Learning, c'est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels pour des applications aujourd'hui avec alors tout de suite, on entre dans la difficulté, un nombre de couches relativement important. Des couches de neurones relativement importantes. Et ces neurones donc permettent tout simplement de... De reconnaître. Ils ont surtout la capacité, comme les nôtres, d'apprendre. C'est-à-dire que si on a les données, contrairement aux tiens, Oui. ils sont capables d'apprendre. À mes étudiants, ouais, c'est ça. Ils sont capables d'apprendre. Mes neurones fonctionnent bien. et de généraliser. C'est-à-dire que quand on a des données dont on connaît a priori les sorties, et donc on entraîne les réseaux à partir de ces données, eh bien, on est capable d'obtenir les sorties, mais ce qui est plus intéressant encore, de généraliser a priori sur des cas pour lesquels on ne leur a pas appris. D'accord. Donc, domaine de l'intelligence artificielle dont vous êtes éminent spécialiste. Les réseaux de neurones artificiels, c'est une des voies de l'intelligence artificielle, c'est pas la seule. Alors c'est une des voies dont on parle beaucoup actuellement, Oui. puisque depuis 2012, il y a un certain nombre de travaux et de découvertes qui ont fait qu'il y a eu un boom au niveau des résultats. Certains parlent même de Big Bang, c'est-à-dire que ça y est, on est capable maintenant de faire des choses dont on était incapable auparavant jusqu'à ces découvertes-là. Donc le neurone artificiel, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle formel qui date pas d'aujourd'hui, hein. Il a été mis en évidence et proposé en 1943 par McCulloch et Pitt, qui travaillent sur ces problématiques-là. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un neurone formel? C'est un espèce d'automate qui a plusieurs entrées, et dans l'esprit de ses inventeurs au départ, c'est un automate binaire. Donc, il a des 0 ou des 1 à l'entrée. À chaque entrée, il y a un coefficient. Oui. Pondération. De pondération. Donc, c'est là, on appelle ça un coefficient synaptique, parce que le neurone est une métaphore biologique. Il y a une métaphore biologique. Et donc, qu'est-ce que fait ce neurone formel? Il est un petit peu l'image du neurone artificiel, mais c'est une métaphore extrêmement simplifiée, hein. Il a des entrées, il est dendrite sur un neurone, et il fait un calcul, et il a une sortie, donc il y a un influx nerveux sur l'axone. Donc le neurone formel, lui, il a des entrées binaires. Il a des coefficients qui règlent en gros l'importance de chaque connexion. Et qu'est-ce que fait ensuite le neurone? Eh bien, il fait la somme, donc pondérée par les coefficients, de ses entrées. Puis il teste. Et après, il a un seuil. C'est-à-dire il a un autre paramètre important qui est le seuil. Et si la somme pondérée est supérieure au seuil, eh bien, il sort un 1. Sinon, il sort un 0. Alors ce premier modèle-là, qui est le modèle de 1943, il a bien sûr donné lieu à beaucoup de travaux, à des publications, etc. Et aujourd'hui, on utilise plutôt, à la place d'un seuil brutal, on utilise plutôt ce qu'on appelle, alors attention, accrochez-vous, une fonction sigmoïde. C'est en gros, ça ressemble à un seuil, mais c'est plus doux. Hein.
Par exemple, une tangente hyperbolique, c'est plus doux. Ça ressemble à un seuil. C'est pas possible. Si. Buzzword, Si, c'est comme ça. buzzword, mais des vrais, hein, cette fois, c'est pas du marketing. Mais non, mais un seuil, c'est comme ça. Oui, Ouais, c'est une marche d'escalier. Une sigmoïde, c'est plus doux. c'est plus doux. On passe de la Et donc, marche d'escalier au toboggan. Voilà, mais l'intérêt, c'est que ça va permettre, quel est l'intérêt de ça? C'est que du coup, on n'est plus lié au binaire uniquement, on peut rentrer des valeurs numériques et sortir des valeurs numériques. D'accord. Et donc, ça permet des applications Beaucoup plus qui complexe. sont les applications d'aujourd'hui. Par exemple, il y a deux grandes applications au réseau de neurones, ce qu'on va appeler les prédicteurs, c'est-à-dire que on va apprendre au réseau un comportement et du coup, en lui donnant des données d'entrée, on va obtenir des valeurs numériques en sortie qui prédisent finalement ce que donnerait le système. Et l'autre grande catégorie d'applications sont les classifieurs. Donc, on présente des données au réseau et il va sortir des probabilités de classement. Par exemple, 99% de chances que ça soit un chat qui est dans l'image, et puis 0,01% que ça soit un chien. Donc en parlant de prédiction, est-ce que c'est ce qui sert aujourd'hui au réseau bancaire à identifier, par exemple, avec un certain nombre de données qui sont analysées, s'il y a tentative de fraude ou pas? Parce que ce sont des machines, j'imagine, qui se servent de ces données pour remonter au niveau des banques si on a une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire. Alors oui, ça pourrait l'être. Je ne sais pas si toutes les banques ou certaines banques utilisent ça dans ce contexte-là, mais c'est typiquement un des exemples d'applications possibles. D'une manière générale, même si on parle beaucoup de reconnaissance d'image, parce que c'est relativement facile à expliquer, reconnaître un chat, reconnaître un chien, reconnaître un terroriste dans un flux de personnes tout ça sont des applications potentielles. D'une manière générale, aujourd'hui, ce que permet cette révolution un petit peu du deep learning, c'est pour tous les systèmes, donc on va dire il y a deux catégories. Il y a les applications pour lesquelles on connaît le modèle. Et donc on va être capable de programmer une solution en utilisant les modèles de ce processus ou de ce problème, et on va être dans un développement relativement classique pour aboutir à une solution. Dans tous les problèmes où on ne connaît pas le modèle, où on est en face de quelque chose a priori qui n'est pas modélisé aujourd'hui, mais dont on a des données, qui correspondent à des exemples connus. On sait qu'en ayant ça en entrée, on obtient ça généralement en sortie. Du coup, les réseaux de neurones artificiels deviennent une solution. Et donc, de ce fait-là, je dirais toutes les applications potentielles qui entrent dans ce champ-là sont envisageables. Alors pourquoi pendant longtemps les précurseurs du deep learning, comme le français Lequin, étaient quelque part un peu j'ai l'impression, enfin dans ce que j'ai lu, prêchaient un peu dans le désert, et c'était les chantres du machine learning qui finalement, si j'ai bien tout compris, des réseaux de neurones plus simples, qui finalement essayaient de perfectionner leurs algorithmes plutôt que de passer sur un concept de réseau de neurones plus profond, avec une sorte d'empilement de réseaux de neurones pour pouvoir soit aller plus loin, soit justement traiter des données dont on a justement cette forme d'inconnu en entrée. Bon, Yann Lequin en France, George Hinton aux États-Unis, Facebook d'un côté, Google de l'autre. Oui. Ils les ont récupérés après. Quand même, après. Parce Ce sont les deux précurseurs, puisque historiquement, ils ont publié quasiment simultanément, donc il y a des débats qui l'a fait en premier, peu importe, on s'en manque un peu, mais ont été les deux précurseurs qui ont mis au point, proposé au départ les algorithmes qui permettent à des réseaux de neurones à couches d'apprendre correctement, de les entraîner à partir de données, et donc là on est aux alentours des années, au milieu des années 80, 85, 86. Et pourtant, ce n'est, comme tu le disais tout à l'heure, qu'en 2012 que vraiment le deep learning prend le pas. Et donc là, chacun de leur côté, d'une certaine manière, ils mettent au point un algorithme qui s'appelle rétropropagation de l'erreur, du gradient de l'erreur, et qui permet, en calculant la différence entre ce qu'on voudrait, quand on lui présente des données qu'on connaît, et en sortie,
on voudrait qu'il fasse ça en calculant une erreur, à rétropropager, à régler en fait tous les coefficients synaptiques du réseau pour obtenir le résultat en sortie. Alors ça marche, mais je dirais jusqu'avant 2012, on sait le faire correctement. On dirait d'une façon mathématique que ça converge correctement, que pour des réseaux qui ont très peu de couches internes. D'accord. Hein, oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une couche d'entrée, une couche qui fait la sortie, l'interface avec la sortie, et on sait faire correctement une couche, deux couches, et puis à partir de là, les ennuis commencent. Oui, ça devient trop compliqué, il y a trop de possibilités. On ne peut pas avoir de multiplication de neurones, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on rétropropage l'erreur, et bien à un moment, elle a tendance à disparaître. On appelle ça le vanishing gradient, donc le gradient disparaît. Et donc, on a beaucoup de mal à faire converger le système pour qu'il soit à la fois capable de sortir les bonnes données et puis surtout de généraliser. C'est-à-dire quand on lui présente des données qu'il n'a pas a priori apprises, et bien être capable de donner quand même des bonnes réponses. Et donc ça, il faut attendre 2012 pour que ça change. Et donc, de ce fait-là, les applications, pendant toutes ces années-là, vont rester extrêmement frustres. Puisque ça reste des réseaux de neurones relativement simples. On ne peut pas, les applications complexes demandant a priori des architectures plus sophistiquées. Donc en fait, sur ce cap qui passe, c'est 2012. Avant 2012, on a une intelligence artificielle et des traitements avec les réseaux de neurones qui sont capables de résoudre des problèmes simples. Et après, il y a un gap qui est passé. Par exemple, sur la reconnaissance d'image, sur la reconnaissance de la parole, on a des systèmes qui, grosso modo, font un résultat de 50%. C'est-à-dire, une fois sur deux, ils se plantent. D'accord. Donc, c'est pas bon. On ne peut pas faire des applications correctes avec ça. Et 2012, là, on atteint combien ? 85% on passe à des choses qui deviennent opérationnelles et sur des applications. Et donc, de quoi on parle? C'est-à-dire qu'on comprend à partir de 2012 comment entraîner des réseaux avec un nombre de couches à l'intérieur beaucoup plus important. D'où le nom de deep learning, apprentissage profond, parce qu'on peut empiler des couches et apprendre dans les profondeurs du réseau, et donc la profondeur étant en gros le nombre de couches qu'on met en place. Et donc ça ouvre évidemment le potentiel pour des applications qui juste là étaient inabordables, quand on n'avait pas de bons résultats. Oui, on a mis un petit schéma à l'écran avec... Publié samedi ce week-end sur Facebook. Il parle de quoi ce schéma? Là, c'est un schéma qui montre que là, on parle uniquement des réseaux à couches. Ouais. Des réseaux qui sont issus en fait du perceptron au départ, du tout début, mais des types de réseaux. Il y en a beaucoup. Donc la recherche dans les réseaux de neurones étant elle-même une partie de l'intelligence artificielle, on voit qu'elle est extrêmement prolifique et qu'il faut quand même des spécialistes pour arriver à utiliser ces modèles-là. À la fois, il faut donc des gens qui connaissent très bien ces modèles, et deuxièmement, des praticiens, puisque la mise au point du réseau reste une affaire de spécialistes. Il y a un côté encore très empirique. Donc l'image d'Épinal un peu, où on a un réseau de neurones et puis ça y est, il va apprendre tout seul, est complètement fausse. AlphaGo, il a fallu une vingtaine de chercheurs qui ont mis au point le truc. Pour pouvoir battre le champion du monde. Pour arriver... de maintes reprises quand même. Avec 40 ans de retard. Donc, non, c'était les échecs. Ça, c'était les échecs, Go, c'est vrai. Mais le Go, c'est beaucoup plus complexe que les échecs. C'est beaucoup plus compliqué pour deux raisons. Un, la combinatoire est beaucoup plus importante que sur les échecs. Et deuxièmement, c'est un jeu où l'intuition est beaucoup plus importante, proportion gardée évidemment, que les échecs. Et donc dans AlphaGo, effectivement, l'important, ça a été de mettre en jeu des réseaux de neurones profonds qui vont être capables d'apprendre à partir des données de parties qui ont déjà été jouées pour aboutir à un système qui soit capable de battre finalement le champion du monde. Donc aujourd'hui, ces réseaux de neurones, ce deep learning,
a des applications concrètes que nous ne voyons pas évidemment, mais dont nous subissons les résultats, les préconisations, etc. Puisque si Google, si Facebook, si IBM, si Microsoft avec ces programmes de reconnaissance vocale se sont emparés de ces technologies, c'est bien pour avoir des résonances, on va dire, commerciales. Oui, il y a des applications aujourd'hui. Un des champs d'application les plus importants est le marketing temps réel, voire prédictif, la relation client, analyser l'ensemble des données qui sont sur les réseaux sociaux pour en déduire des tendances, des prédictions d'achat par exemple, placer des pubs avec encore plus de pertinence. Donc effectivement, il y a des intérêts économiques évidents à l'utilisation du deep learning aujourd'hui. Et sécuritaire, parce que je crois qu'IBM a développé BlueCrush, qui a été implanté dans la ville de Boston à l'époque, et toujours d'actualité, qui fait de la reco faciale, de la reconnaissance de forme, etc. Est-ce que le deep learning a permis aussi finalement d'augmenter tout cet aspect de reco facial, de reconnaissance d'image? Est-ce que ça a développé ou est-ce que c'est une évolution normale? Alors, quasiment dans le même temps que cette histoire dans le même temps que le deep learning, ça en fait partie. Il y a eu la mise au point de ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels, et qui, en fait, intègrent dans les premières couches des couches de neurones spécialisées dans le traitement d'image. Le terme technique, c'est ils font des convolutions. Donc le traitement d'image, on en fait depuis des années et des années. Mais ce n'est encore une fois que pendant les années de 2010, début des années 2010, où on met au point des réseaux qui sont capables de faire du traitement d'image et en général de la classification derrière. Donc un certain nombre de couches font l'extraction des catégories de l'image, font de la reconnaissance, et ensuite la fin du réseau fait de la classification pour reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans l'image, etc. Donc là aussi, ça ouvre évidemment des applications, dès qu'on a de la vision par ordinateur, tout ce champ-là, y compris évidemment dans le domaine de la sécurité, détecter des comportements anormaux, détecter, non conventionnels. Détecter des visages, par exemple faire de la sécurité, savoir si la personne qui se présente on la connaît ou on la connaît pas. Enfin bon, le nombre d'applications évidemment est très important. Une application qui nous semble évidente, c'est la voiture autonome. Parce que la voiture autonome, en permanence, elle doit savoir et elle doit analyser son environnement. D'ailleurs, si on le remarque, le boom de la voiture autonome, des autopilotes, c'est le deep learning. C'est les algorithmes 2013 que Google arrive avec à partir sa Google de là, on a les algorithmes qui vont permettre d'apprendre, plus de programmer au sens classique ce que serait un pilote automatique, mais d'apprendre sur les données, d'apprendre sur... beaucoup de constructeurs aujourd'hui recordent maintenant les données de ceux qui utilisent leur véhicule, justement pour être capable d'apprendre, de faire améliorer la qualité de leur production, blablabla, etc. Mais aussi pour être capable de concevoir la prochaine génération d'autopilotes, c'est-à-dire de systèmes qui vont vers la voiture autonome. Convergence. Oui, alors on entend parler 2035 pour les pessimistes, la voiture autonome. Peut-être 2030, à peine une quinzaine d'années. C'est ce qui est clair. Parce qu'aujourd'hui, elle est déjà en action. Google est déjà en action. Quoi. Maintenant, il faut aussi que les États légifèrent et autorisent ce type de ensuite, fonctionnement. Ça entraîne évidemment un champ, je dirais pas jusqu'à un changement de société, mais presque, puisque les voitures autonomes, ça a un impact sur la législation, ça a un impact sur les assurances, qui est responsable en cas d'accident. Il y a un cas récent là, avec la Tesla. Voilà, où... C'est pas le conducteur, c'est la requête qui n'est pas passée, c'est quoi qui est en cause. Donc ce sont des cas aujourd'hui dont les juristes doivent s'emparer pour essayer de... Donc, Et puis après, il y a toute l'éthique qui va avec, parce que, encore une fois, une voiture autonome,
aller face à des choix par rapport à ce qui se passe devant elle, mais ces choix-là, c'est peut-être écraser un chien et pas une vieille dame, c'est peut-être écraser une vieille dame et pas une femme qui est enceinte. Ou si vous avez une maladie, que vous lui reste 2 mois, dégagez quoi. Alors il faut espérer, oui, l'éthique va être importante, avoir des déontologies, des comités d'éthique comme on l'a dans d'autres disciplines, parce que, en tout cas dit comme ça, c'est inimaginable. Oui, mais c'est des questions, je pense que beaucoup de personnes se posent, qui créent le facteur anxiogène. On ne peut pas éliminer ces problèmes, donc il faut prendre cette dimension éthique en considération. On parlait de la voiture autonome, là. Il n'y a pas juste on écrase le chien ou la grand-mère, il y a aussi un problème, ça aura un impact sur l'emploi. Donc, quelle société on veut ? 5 millions de personnes aux États-Unis, la voiture autonome, que ça générerait en termes de chômeurs. Alors moi, j'ai entendu que si on prend camions autonomes, ça serait 700 000 personnes aux États-Unis qui conduisent les petites voitures Fédéral Express pour vous livrer vos colis. Oui, mais il n'y a pas que ça. On parle de la voiture, mais il y a bien sûr le transport logistique aussi. Oui, ce qui est beaucoup plus intéressant. Les camions, à ce moment-là, c'est beaucoup plus sécurisé que de voir. Parce qu'on voit bien que sur nos autoroutes, l'essentiel des accidents sont causés. Les camions sont en cause. C'est pas le camion qui cause l'accident, mais non, mais tout simplement parce que c'est un véhicule qui roule moins vite avec d'autres, donc il y a des gens qui changent de fil et c'est générateur d'accidents, c'est tout. Systématiquement. Donc ça se pose beaucoup de questions en termes de société, et donc je pense effectivement que l'éthique est extrêmement importante dans ce contexte-là. Et alors moi j'entends toujours parler d'IA forte et d'IA faible. Aujourd'hui l'IA est faible, c'est-à-dire qu'elle ne remplacera pas l'homme, tout du moins à courte vue ou à moyenne vue. Alors pour nos auditeurs, si je veux dire ça, l'IA forte, c'est l'idée de Turing au départ, c'est que finalement si on peut confondre ce que fait un système artificiel avec l'homme, et bien finalement il y a une équivalence, et qu'en gros l'IA serait à la fois aussi intelligente que l'homme, consciente, etc., au même titre. Alors c'est évidemment un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de débats philosophiques aujourd'hui, et l'IA faible est une IA d'ingénieur en quelque sorte. On ne cherche pas à imiter l'homme, on cherche juste à faire des systèmes qui sont opérationnels dans un contexte précis. Alors il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, par exemple avec AlphaGo, mais AlphaGo c'est juste un système qui sait que jouer au Go, il n'a aucune conscience de lui-même, il n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'il va répéter la même partie, donc de ce point de vue-là, on est effectivement dans de l'IA faible, on n'enclenchera pas le débat qui arrive systématiquement sur les transhumanistes avec la singularité en 2045, cette super intelligence auquel je ne crois pas une seule seconde. D'accord, ça c'est une position. Bon, ça c'est dit, voilà, c'est acté chez les Digital Men aujourd'hui. Oui, parce que certains prédisent qu'en 2045, on pourrait avoir une IA forte qui pourrait remplacer l'intelligence humaine ou être le transhumanisme, en quelques mots, ce serait quoi pour vous votre définition ? Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions, et c'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Moi, je l'utilise dans une certaine mesure, et vous portez le côté scientifique qui dit quelque chose d'autre. Le courant transhumaniste, il est ancien, c'est des gens qui prônent de travailler sur le post-humain, qui pensent que l'humain arrive au bout de ses capacités, et donc il faut déjà enclencher un mouvement qui n'est plus simplement biologique, mais d'aller vers un post-humain qui tirera parti des technologies que l'homme a développées, et évidemment, en particulier de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a la singularité qui est, en 2045, en particulier Ray Kurzweil chez Google, dit, en 2045, il y a un progrès exponentiel des technologies, et donc en 2045, c'est le point à partir duquel on ne peut plus prédire ce qui va se passer ensuite. Un peu comme un trou noir. Donc c'est pas derrière il va se passer des trucs, mais on ne sait plus le dire aujourd'hui. Et 2045, c'est l'avènement d'une super intelligence qui serait supérieure à ce que tous les humains, même mis ensemble, seraient capables de faire, d'où on ne peut plus prédire ce qui se passera derrière et prendre en main notre destinée. Alors évidemment, il y a d'autres qui s'inquiètent de ça, Stephen Hawking, Elon Musk, Bill Gates lui-même, oulala, mais si ça se trouve, elle va nous tailler en pièces. Donc on retrouve dans des scénarios un peu genre Skynet, Terminator, quoi. Moi je dis, calmons-nous, quoi. Déjà, c'est clair qu'en 2045, on a fait des progrès, mais il y a quand même quelques raisons un peu solides et scientifiques pour dire
Non, une IA de cette catégorie-là, elle est hors de portée. Elle est encore hors de portée à notre connaissance. Si on prend l'exemple d'AlphaGo, c'est vrai qu'il est surhumain, mais sur un sujet extrêmement. qui est de jouer au Go. Il ne sait pas jouer aux dames, par exemple. Même sur un sujet. Pourtant, c'est plus simple. Pourtant, c'est plus simple, mais il ne sait pas. Il n'y a pas appris. De là à imaginer une machine qui pourrait tout apprendre. Qui pourrait tout apprendre et qui deviendrait autonome. Aujourd'hui, on ne sait faire correctement que de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on fait du vrai babysitting et puis on règle les paramètres à la main. C'est extrêmement long. Hein. Et on est content quand ça converge, quoi. Ça ne le fait pas tout seul. Donc il y a un peu de temps, 2045, c'est bon. Donc sur un système qui ait les capacités du cerveau humain, c'est juste aujourd'hui à des années-lumière, quoi. Alors ça ne veut pas dire que théoriquement ce ne soit pas possible, mais à l'heure actuelle... On a dit des tas de choses qui sont parfois un peu compliquées à comprendre. Avec les images que l'on a essayé de donner, c'est pas compliqué, c'est complexe. C'est une nuance. Donc finalement, rien de tel qu'un bon livre qui va sortir dans quelques semaines, puisque c'est début octobre, je crois, qui va peut-être mettre un petit peu plus de clarté dans tout ça, mettre les pendules à l'heure pour ceux qui disent n'importe quoi. Et ça, oui, enfin, souvent dans des conférences, j'essaie d'expliquer un peu de ce dont on a parlé ensemble, là, qu'il ne faut pas avoir peur de ces technologies. Effectivement, il faut de l'éthique, parce qu'il faut conserver l'homme au centre des préoccupations, sinon, quelle que soit la technologie, sinon on fait n'importe quoi. Et l'IA n'échappe pas à la règle. Donc là, c'est un livre donc effectivement, qui sortira courant octobre, qui va s'appeler « Comprendre le deep learning ». Ce sera très bien, on mettra le lien. Voilà, pour répondre un peu à toutes ces questions, mais aussi pour aller comprendre le deep learning par la pratique. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire l'exercice difficile qui est de dire, bah voilà, rien de tel pour comprendre les enjeux, et bien que de pratiquer un petit peu, d'en faire un petit peu soi-même. Et donc le challenge, c'est de rendre ça accessible, parce qu'il y a effectivement des théories compliquées derrière, il y a des maths. Et donc là, j'ai essayé de simplifier, sans caricaturer, pour qu'on tout à chacun, un peu intéressé, puisse comprendre et tester, écrire son réseau de neurones s'il a envie de l'écrire, ou utiliser des outils de deep learning s'il a envie de les utiliser. D'accord, donc en fait, on va pouvoir faire du deep learning chez soi. Exactement, dans un browser web, sans aucun besoin de grosses machines. Et sans aucune grosse connaissance mathématique. Et sans aucune... c'est que des additions, des soustractions, des multiplications et des ça devrait aller. divisions. Donc c'est M2 pour le niveau, on est bon, je suis à peu près raccord. Et donc ce livre, en fait, va vous permettre d'intervenir aussi prochainement à l'IA, parce que vous allez donner une série de cours sur le deep learning qui se basera sur ce livre, je crois. Oui. Voilà. Rien donc de le séminaire est à 6 500 € la semaine et vous faites le chèque à l'ordre des Digital Men. Non, c'est du private joke. Okay. C'est fait, c'est faux. Pardon. Mais donc c'est ça, ces interventions auront lieu en octobre. Donc si ça vous intéresse, vous aurez certainement un reportage ou deux ou un article ou deux qui sortiront parce que c'est une première, tout simplement. Voilà, ce nouveau cours Deep Learning pour les années 5, Web et Business. Très cool. On a tout dit ? Bon, on a dit beaucoup déjà. C'est parfait. Écoutez, on vous remercie. Merci Jean-Claude en tout cas d'être venu. Merci Lionel pour cette forte préparation sur un sujet qui n'est pas forcément facile non plus. Si, ne sois pas modeste. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez appris plein de choses sur ce spécial Deep Learning. On retrouve très bientôt. En attendant, n'oubliez pas de liker notre fanpage sur YouTube, de nous suivre. Et oui, c'est important de passer tous les liens à vos amis pour augmenter nos statistiques et puis faire rayonner le digital sur le monde, puisque le digital va certainement s'apprendre tout seul à terme. Donc autant commencer par l'humain. On vous remercie et on vous souhaite une très bonne journée. À très vite sur Digital Men. Bye bye.